Bonjour à tous, bienvenue sur l'Arène MMA. Aujourd'hui, on va parler de Samouraï MMA chapitre 13 qui a eu lieu donc vendredi soir à Gatineau au centre Slush Poppy. Quelle soirée! On va parler de tous les combats brièvement et on reviendra dans d'autres podcasts avec Faber ou encore Alex Murat sur des combats bien précis en particulier. Déjà, conférence de presse qui a précédé la soirée du combat. Elle était super, beaucoup de respect parmi les combattants, peu de chicanes. Tous les combattants en même temps n'étaient pas là, donc tous les combattants n'avaient pas leur adversaire présent sur place. Beaucoup de respect notamment entre Alain Majoric et Maxime Soucy. On a eu un petit échange par contre entre Mehdi Zedvan et Camilo Avellan, assez intéressant, assez sportif. Je pense que Camilo, il a dit qu'il voulait être champion et qu'il allait l'être. Tous les combattants se voient champions, tous les combattants veulent être champions, donc moi ça m'a pas choqué. Mais Mehdi par contre, il a défendu son territoire en disant que c'était bien à lui la catégorie donc des 145 livres et que Camilo ne serait pas champion tant que lui sera là. Ce à quoi Camilo a répondu avec entrain en disant que Mehdi était vieux et qu'il s'affaiblissait alors que lui, bien plus jeune, devenait de plus en plus fort. Donc ça, c'était pour la conférence de presse. Maintenant, pour la soirée de Samouraï MMA, on va revenir combat par combat en commençant justement par Camilo Avellan contre Gustavo Mena. Mais avant ça, je tiens encore une fois à féliciter Daniel Lafont. Quel événement, quelle réussite. Félicitations à tous les combattants. C'était que des beaux combats, que du haut niveau. Souvent on dit ça, que c'est peut-être la meilleure carte de l'histoire de Samouraï MMA, mais là encore, en termes de niveau, je pense qu'on était sur du très haut niveau, vraiment. Donc, une des meilleures cartes, si ce n'est la meilleure carte en termes de niveau, donc de l'organisation Samouraï MMA. Donc, Camilo Avellan, début professionnel contre Gustavo Mena. Victoire à plate couture de Camilo. Pour un début pro, c'était très rassurant de le voir en contrôle, de le voir confiant et serein. Souvent, au début professionnel, on se demande justement comment le combattant va réagir face à une nouvelle foule, face à une nouvelle pression, aux fameuses 3 lettres UFC, suivies de Fight Pass. C'est sûr que tout ça, ça met de la pression sur le dos des combattants. En plus, le cutting, c'est quelque chose de nouveau, donc, qui rentre en jeu. Donc, le premier combat pro, c'est toujours spécial pour un combattant. Donc là, on a vu un Camilo qui était totalement prêt à faire des dégâts finalement en professionnel dans la catégorie des 145 livres. Moi, j'adore la mentalité de Camilo Avellan, c'est-à-dire il est prêt à dire que c'est lui le meilleur. Il n'a pas peur de parler, il n'a pas peur de s'exposer, de se mettre sous le feu des projecteurs. Et je pense qu'en termes de communication, c'est une très bonne chose et c'est la chose à faire. Et c'est sa personnalité et ça lui va très bien. Il a battu son adversaire par TKO au 3e round. Alors certains ont dit qu'il a pris peut-être un peu de temps, mais moi je trouve que c'est bien. Il a pris du temps dans la cage, il a pris de l'expérience, il a profité de sa soirée, il s'est pas précipité. Gestion de l'énergie parfaite. Donc moi franchement, Camilo Avellan, je lui donne 10 sur 10 pour sa performance. Bien évidemment, on aimerait pour la suite donc des meilleurs combattants, parce que là, c'était juste un petit peu trop facile, j'aurais tendance à dire. Mais c'est lui aussi qui a rendu ce combat-là facile, en brillant, tout simplement. Donc, continuons avec Nathan Pouliot contre Raphaël Ouellet. Nathan Pouliot qui bat Raphaël Ouellet par soumission avec ce que Tapology donc appelle un front choke. C'est pas quelque chose qu'on voit toujours. C'est comme un rear naked choke, sauf qu'il intègre un bras dans l'étranglement. Je rappelle que Raphaël Ouellet est connu pour son sol. D'ailleurs, il avait une sorte de rubber guard au début, quand Nathan Pouliot l'a amené au sol, qui était intéressante à voir, mais qu'il n'a pas réussi à développer, il n'a pas réussi à piéger Nathan Pouliot avec ça. Nathan Pouliot, pareil, c'était ses débuts professionnels. Il sortait d'une défaite en amateur. Il a brillé pour ses débuts professionnels. La pression, on n'a pas senti que ça l'a gêné. Au contraire, moi, je me souviens de Nathan Pouliot à Fight Quest, qu'on a vu plusieurs fois. Et là, on a vu un Nathan Pouliot au top de sa forme, alors même que c'était son premier combat en professionnel et qu'on pouvait s'attendre justement à une potentielle baisse de niveau due justement à tous les facteurs que j'ai évoqués précédemment par rapport
qui touchait également Camilo. Donc Nathan Pouliot, des débuts ultra réussis. 1-0 en professionnel. Hâte de voir la suite pour Nathan Pouliot. Olivier Poisson contre Luis Carlos Bañuelos. Victoire d'Olivier Poisson en 3 rounds cette fois. Une soumission, donc encore une fois pour Olivier Poisson. 3e finish en 3 combats. Il était un petit peu déçu de sa performance, mais il faut dire que son adversaire était sûrement plus fort que ses anciens adversaires, avec un style un peu plus agressif. Il a mis du temps avant d'aller chercher sa soumission, mais je pense encore une fois que c'est une bonne chose dans la mesure où il avait peut-être besoin de ce temps de cage. Ce que je pense que Olivier Poisson devrait montrer maintenant, c'est sa faculté à striker. Parce qu'on le sait que, ou du moins ceux qui l'ont déjà vu et ceux qui s'entraînent avec le disent, c'est qu'il est bon striker également. On dirait là qu'il voulait forcer la lutte, alors qu'il aurait pu dominer aussi en striking. Lui nous a expliqué dans l'interview After Fight qu'on va sortir sous peu, ou qui est peut-être déjà sorti à l'heure où on parle, mais je pense pas. Il nous a dit qu'il aurait aimé peut-être plus faire de ground and pound, plutôt qu'aller chercher forcément à tout prix une soumission. Donc c'est pour ça qu'il était peut-être un petit peu déçu de sa performance, mais encore une fois, il monte à 3-0, il a pris de l'expérience, et à 3-0 maintenant, il va avoir, je pense, des adversaires plus coriaces. Il parle notamment de Mitch Stradzella. Donc là, Mitch Stradzella, ce sera un énorme bond pour lui, un énorme bond en termes d'opposition, bien sûr. Donc je pense que c'est bon, avant d'affronter Mitch Stradzella, d'avoir fait 3 rounds face à un adversaire plus coriace que ses anciens, avec plus d'expérience. Donc il était à 3-4 son adversaire, donc 7 combats d'expérience. Donc un bon combat finalement pour Olivier Poisson, même s'il était déçu de sa performance. Seul petit bémol, c'est qu'on aimerait peut-être le voir striker un peu plus. Et je suis sûr qu'il pourrait nous satisfaire tout autant en striking qu'en grappling. Maintenant, il a tellement des facilités face à ses adversaires à grapple, à les amener au sol et à les soumettre qu'il n'y a pas de raison en fait qu'il strike trop, vu que ça fonctionne. Mais contre un adversaire comme Mitch Stradzella, je pense que c'est un adversaire qui est plus apte à proposer de l'opposition à Olivier Poisson et à le forcer donc à se battre sur tous les terrains, à savoir le striking et le grappling. Mehdi Zedvand contre John Nguyen. Quel combat de Mehdi Zedvand, hein. Franchement, malgré le fait qu'il soit fait toucher en striking par John Nguyen, on pensait donc que Mehdi, moi personnellement, je pensais que Mehdi, la clé de la victoire, pour ce qui était le plus gros adversaire de sa carrière selon moi, c'était de lutter. Mais là, de plus en plus, Mehdi nous prouve qu'il est très bon striker et il a une très bonne boxe, il a un très bon déplacement, il a une très bonne distance et il n'est pas juste obligé de lutter. La preuve, il a majoritairement striké dans ce combat et il a dominé en striking John Nguyen, qui est lui-même un excellent striker. Donc franchement, Mehdi, tu montes à 6-0 et je pense que là, c'est totalement mérité de réclamer cette fameuse ceinture des 145 livres. À voir maintenant contre qui. On pourrait spéculer, mais on va attendre. On va attendre de voir. N'hésitez pas à nous dire en commentaire contre qui vous verriez Mehdi Zedvand se battre pour la ceinture Samouraï MMA des 145 livres. Ceinture donc désertée par Fred Duprat, qui a signé au PFL. Très beau combat, Mehdi Zedvand contre John Nguyen. 3 rounds, une victoire par décision de Mehdi, et très beau. Isaac Blay contre Diego Santos. Donc Isaac Blay qui bat Diego Santos au premier round par TKO, après avoir ébranlé Diego Santos debout. Isaac Blay réalise un takedown, frappe Diego, l'arbitre arrête le combat. Donc là, il y a une petite polémique. Est-ce que l'arbitre a arrêté trop tôt le combat? Je pense que l'arbitre a arrêté un petit peu trop tôt le combat, en effet. Est-ce que c'est un vol? Je pense pas. Maintenant, est-ce que Diego Santos aurait pu revenir? Peut-être. Est-ce que Isaac Blay, encore 3-4 coups, et l'arbitre aurait arrêté légitimement? Peut-être aussi. On ne peut pas refaire le combat. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que Isaac Blay et Diego Santos nous ont donné un combat magnifique, que c'est pour ça que personnellement, je l'ai mis en Fight of the Night, parce que même s'il n'a pas duré 3 rounds, mais c'était du non-stop, un spectacle de gladiateurs qui se battent limite plus pour le public que pour eux, notamment du fait que Diego Santos est très offensif. Donc les combats de Diego Santos, il apporte
il apporte le chaos, mais la manière dont Isaac Blay a réagi à ce chaos-là, c'était juste parfait. Il s'est très bien déplacé en reculant, il faisait des très bons déplacements latéraux, il faisait des très bonnes contre-attaques, autant avec ses poings qu'avec ses pieds. Diego aussi touchait, mais là, Isaac Blay, il a montré que malgré le fait que ça faisait longtemps qu'il était inactif, qu'il y a eu plusieurs pull-outs, donc on pouvait se dire, est-ce que mentalement, ça va suffire face à un Diego Santos qui avait l'air et qui a eu l'air totalement confiant, bah ça a suffi parce que Isaac Blay, il est très très fort. Il l'a prouvé vendredi soir au Slush Puppy. Il a touché Diego. Je pense que personnellement, si le combat continuait, je le voyais aller dans le sens plus de Isaac Blay à ce moment-là. Bien qu'au début, je pensais que Diego avait l'avantage, Isaac Blay a totalement su renverser la tendance, bien réagir et ébranler Diego debout. Donc Isaac Blay a prouvé qu'il était totalement de retour chez les 135 livres. Et je pense qu'il aimerait se battre contre Karim Enien pour son prochain combat. Diego Santos, il aimerait une revanche. Il n'est pas content, Diego, de comment a été arrêté le combat. Et je peux le comprendre. C'est jamais. Il était encore là. Il n'était pas inconscient. Il était encore là. Il continuait à essayer d'attraper la tête de Blay pour le coller sur lui, pour arrêter les coups. Donc il était en action. Donc techniquement, tant que le combattant, et ce que faisait Diego Santos, tant que le combattant montre qu'il veut encore se battre, donc soit en se protégeant et en essayant de bouger, en essayant de repousser son adversaire, soit en essayant justement de le coller à lui, l'arbitre ne doit pas arrêter le combat. Maintenant, encore une fois, oui, ça a arrêté trop tôt, mais ça reste une victoire qui, on ne peut pas l'enlever, Isaac Blay, cette victoire, il s'est trop bien battu pour qu'on lui enlève cette victoire. Il a ébranlé Diego debout. Oui, on aurait aimé, même pour Isaac, que soit dans un sens, le finish aille plus loin, que ce soit un vrai finish et que personne ne remette en question sa victoire, soit pour Diego, qu'il puisse se remettre et que le combat continue. On aurait tous aimé que ce combat-là continue. Il aurait pu ne pas continuer, hein. Comme je dis, encore 2-3 coudes et ça aurait pu se terminer là. Donc, un arrêt un petit peu prématuré, pas énormément, un petit peu. Et deux combattants qu'on veut revoir. Donc Diego, comme je disais, il aimerait une revanche contre Isaac. Isaac, je pense pas qu'il acceptera de revanche vu qu'il a gagné et qu'il aimerait se battre sûrement contre Karim Enien. Je pense que ce qu'il nous l'a dit d'ailleurs dans l'interview d'après-combat. En tout cas, on a hâte de revoir ces deux combattants. Encore une fois, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Gros respect entre les deux combattants même, avec ces petites polémiques. Donc chapeau aux deux combattants. Et chapeau à Isaac Blay, félicitations à Isaac Blay pour sa victoire. 3 sur 3 d'ailleurs pour le Patnaud. Hein. Très, très belle soirée pour la team Patnaud. Maintenant, on passe à Yohan Lennes contre Kenan Paterchuk. Et là, Yohan Lennes, il voulait un highlight et il a eu plus qu'un highlight, il a eu un KO dévastateur. Un crochet du gauche qui a laissé Paterchuk faceplant au sol. Après ça, il nous a ajouté 2-3 coups totalement super necessary pendant que Paterchuk faisait dodo. Donc quand je dis super necessary, je fais référence à Masvidal. C'est-à-dire que c'est des coups que sont pas nécessaires vu que l'adversaire est déjà KO. Mais Masvidal avait expliqué qu'en fait ils sont super nécessaires parce que tant que l'arbitre ne t'a pas séparé, tu dois t'assurer que ton adversaire ne se relève pas. Donc très belle performance de Yohan Lennes qui avait un adversaire difficile. Paterchuk, il était énorme. Il était énorme, Paterchuk. Il pourrait se battre normal en 205 et facile en 205 en tout cas. Je pense que Yohan nous a dit que Kenan lui a dit qu'il faisait 225 livres dans la cage, ce qui est énorme pour un combattant qui se bat à 185 livres. Clairement, Yohan Lennes ne faisait pas 225 livres dans la cage et ça se voyait, il y avait une différence de masse musculaire importante. Et ça s'est senti aussi, je pense, dans les coups que Yohan a reçus. Yohan avait l'air d'avoir la jambe endommagée après le combat. Il avait aussi une belle ouverture à l'œil. Et encore une fois, Yohan Lennes, masterclass, parce que malgré tout ça, malgré le fait qu'il s'est pris des coups, malgré le fait qu'il s'est fait coller à la cage, qu'il s'est fait lutter, que je pense qu'il a senti un déficit de puissance, mais il est resté composé, il s'est pas énervé, et il y a et ça l'a mené à ce superbe KO. Il y a une belle image, je pense, dans ce combat de Yohan Lennes. Au début, il met pas trop longtemps à rentrer dans son combat, il touche son adversaire, et là, on le voit, il est comme ça, et là, ok, il fait un petit saut, il baisse les mains, il se dit tranquille. Ça sert à rien de se précipiter. Donc un Yohan Lennes mature qui le mène vers un KO incroyable. Donc honnêtement, Yohan Lennes, ses rêves de retour à l'UFC se rapprochent de plus en plus. Est-ce que cette victoire contre Kenan Paterchuk suffit? Personnellement, je pense pas. Maintenant,
On ne sait jamais. Je pense qu'il faudrait peut-être aller chercher encore 1 ou 2 victoires. On a vu récemment un combattant dont j'ai plus le nom revenir à l'UFC après avoir enchaîné 4 victoires, alors qu'il avait été coupé avant. Donc peut-être que après 4 victoires, il va revenir à l'UFC. Peut-être après 3, peut-être après celle-ci. Personnellement, je pense pas. Je pense qu'il en faut encore au moins une contre un bon adversaire. Donc là, il a enchaîné 2 bons adversaires. Donc encore une troisième dans le même style et encore plus si c'est avec un KO dévastateur comme celui-là, il reviendra. Je tiens également à prendre la défense de Yohan Lennes parce que sur Twitter, les Américains ont vu le KO passer parce que l'UFC Fight Pass met beaucoup en avant Samouraï MMA. Et ça, c'est fort. Et les Américains, ils soupçonnent, ils aiment bien critiquer et donc ils disent, excusez-moi, que Yohan Lennes a l'air d'être sous jus. Mais je pense que eux, ils ont juste vu un Yohan Lennes à 170 et maintenant Yohan Lennes est à 185. Donc bien sûr que Yohan Lennes est plus massif. Et honnêtement, connaissant le personnage, je pense que c'est des accusations qui sont totalement infondées. Et ça se verrait, je pense. Ça se voit quand un combattant est sous perfusion. Là, on le voyait en déficit de puissance par rapport à Paterchuk quand il était contre la cage. Il a mis beaucoup de coups avant de mettre KO. Donc franchement, personnellement, je vais pas étaler des arguments justes. Je tiens à soutenir Yohan Lennes. Et vous, en tant que Québécois, n'hésitez pas aussi à le soutenir sur Twitter X. C'est un peu n'importe quoi Twitter en termes de MMA. Mais les gens disent un peu ce qu'ils veulent et c'est tout et n'importe quoi. Donc là, c'est ça qu'ils ont dit par rapport à Yohan Lennes. Après, pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils ont un souvenir de Yohan Lennes à l'UFC. Et le Yohan Lennes de l'UFC, c'est clair que c'est pas le Yohan Lennes de retour à Samouraï MMA et c'est pas non plus le Yohan Lennes de CFFC. Yohan Lennes, on le sait que à l'UFC, il a pas réussi. C'était une autre version de lui qui était moins confiante, qui était moins efficace. Et donc là, on a retrouvé un Yohan Lennes qui met des KO dévastateurs. Donc, j'allais oublier, il a call out Powell. Powell a répondu qu'une fois que son combat contre Posner sera fait, il pourra prendre Lennes. Je pense que Lennes n'aura d'intérêt de se battre contre Powell que si Powell bat Adam Posner. Donc, attendons de voir déjà ce qui se passe, parce que c'est pas gagné pour Powell, même si je pense qu'il est favori contre Posner. Alex Morgan contre Andrew Cruz. Alex Morgan qui monte sa fiche à 16-7. Alex qui devient un vétéran tranquillement de MMA. Et Andrew Cruz, il était vraiment pas à prendre à la légère. Et on a vu pourquoi, et on vous l'avait dit, qu'il fallait pas se fier forcément à l'apparence du personnage. Il a mis en difficulté au 2e round Alex, et Alex a superbement réagi. Et je pense que ça, c'est bien, en fait, que Alex ait été mis en difficulté dans ce combat, parce que on avait besoin de voir Alex Morgan revenir après avoir été mis en difficulté. Ces victoires, toutes ces dernières victoires, c'est des victoires à plat de couture où il y avait pas d'adversité dans la cage. Finalement, on peut penser à son KO high kick ou son dernier combat, sa dernière victoire. Je me souviens plus, c'était contre quel adversaire. Attendez, je vais vous le dire tout de suite. C'était sa victoire contre Jordan Beltran. Jordan Beltran n'avait pas mis en difficulté Alex Morgan. Donc, je pense que voir Alex Morgan autant en difficulté au 2e round et revenir comme ça au 3e, en avançant, en spammant le jab, bah, ça fait plaisir de voir Alex, donc Morgan, gagner comme ça. Hâte de voir la suite pour Alex Morgan. Hâte de voir la suite. Il est à 16-7. Rien n'est perdu. Il peut encore rêver d'un retour potentiel à l'UFC. Je dis pas que ça va se faire. Mais vu la cadence de Samouraï MMA à proposer des événements, et vous allez voir d'ailleurs. Vous allez voir. Et ben on sait jamais. Hein. Encore peut-être 1, 2, 3 combats qui peuvent s'enchaîner avec des victoires ou peut-être moins. Et ben on pourrait être surpris. On pourrait être surpris. Donc hâte de voir la suite pour Alex Morgan, qui signe donc une très belle victoire par décision unanime. Jordan Mein contre Danny Mallette. Quelle déception pour Danny Mallette qui combat un Jordan Mein super fort. Hein. Jordan Mein, il monte à 33-14. Le mec, c'est un vétéran de vétérans. Sa dernière vraie défaite, c'était contre Jason Jackson par décision unanime du Bellator. Jason Jackson, il est super fort.
Après, il avait pris une grande pause. Il était revenu en 2023, grosse victoire. En 2024, il se blesse et donc il peut pas continuer le combat. Et là, il revient en pleine forme contre un Dani Mallette qui était, euh, qui était totalement réduit sans son jab parce qu'il était blessé. Donc moi, je pense que Dani n'aurait même pas dû prendre ce combat, mais Dani voulait pas pull out. Mais vous l'avez vu, hein, Dani, c'était pas le Dani qu'on connaît. C'était un Dani qui était sur le reculon, qui lançait pas de jab, alors qu'on sait que normalement son jab, toutes ses victoires qu'il a eues, en fait, c'est grâce à son jab. C'est parce qu'il a un jab qui est très efficace, qui fait très mal. On l'a déjà vu mettre des knockdowns avec son jab, et là, je vous invite à revoir le combat. Pas de jab, pas de jab. Il a laissé totalement Jordan Mein faire ce qu'il voulait. Il défendait en fait. J'avais l'impression de voir un Dani Mallette qui était en sparring défense. Donc il travaillait la défense. Et il a travaillé bien sa défense parce que Jordan en face était un style totalement non orthodoxe, très dur à appréhender. Dani, souvent Dani était donc obligé de mettre une garde haute pour s'en sortir. Et puis Jordan, il déroulait en fait. Dani a laissé Jordan dérouler. Et Jordan Mein qui déroule, c'est compliqué. Et donc il finit avec un énorme takedown. Et il prend le dos à Dani et il l'étrangle. J'en ai un petit peu parlé après avec Dani Mallette, qui m'avait déjà dit avant et qui m'a confirmé après. Donc de toute façon, j'avais même plus besoin qu'il me confirme, mais sa blessure qui était réelle. Hein. C'est une blessure au dos qui l'empêchait tout simplement de jabber. C'est pas une excuse. Hein. Il a décidé d'y aller dans la cage. Maintenant, il en assume les conséquences. Mais c'est dommage, c'est décevant, c'est décevant. Donc il passe à 7-2. Espérons qu'il revienne bientôt, qu'il se remette et qu'il revienne bientôt dans la cage de Samouraï MMA. Il a pas eu de dégâts, pas de blessures en plus. Donc ça, au moins, c'est le point positif pour Dani Mallette. Maintenant, on passe aux 2 combats finaux, donc pour les ceintures. Alain Majoric contre Maxime Soucy, qui aurait clairement pu être Fight of the Night. Un combat exceptionnel. Les 2 combattants ont montré un super niveau. Et il a fallu un grand Alain Majoric qu'on n'avait jamais vu aussi bon pour battre Maxime Soucy qui était très bon également. Maxime Soucy qui a touché Alain, Alain qui a touché Maxime. Je vais vérifier la carte des juges, les scores qu'ils ont mis, mais je pense qu'ils ont mis 3-2 et 4-1. Il y a eu un juge à 4-1, je suis pas sûr. Alain Majoric, nouveau champion des 135 livres, énormément d'émotions d'Alain Majoric qui a versé même quelques larmes lorsque je l'ai interviewé après le combat. D'ailleurs, j'ai même arrêté après quasiment l'interview parce que trop d'émotions du côté d'Alain et je le comprends, hein, je le comprends ça. Je vous invite à revoir le parcours d'Alain aussi bien au niveau de ses combats qu'au niveau des interviews qu'on lui a faites. C'est un parcours qui est très atypique, le parcours d'Alain Majoric. Il a commencé son premier combat de MMA amateur il y a moins de 3 ans, rappelons-le, c'est incroyable. Si peu de temps et devenir champion de Samouraï MMA à 5-0 donc maintenant. J'essaye de revoir Matchup Page, le score. Je le vois pas sur Tapologie, mais décision, bonne décision. Hein, il prend les 2 premiers rounds clairement. Je pense qu'il vole. Et ensuite, c'est beaucoup plus serré, mais il vole les rounds en fait il vole un round. À revoir. Faudrait que je vois la carte. Mais je pense qu'il vole le dernier avec un beau takedown et un beau contrôle au sol. Le 3e aussi, c'était très serré. Je peux le voir autant pour Alain que pour Maxime Soucy. Il faudrait revoir le combat pour voir et surtout revoir le score des juges et quel round il donne à qui. Mais Alain Majoric qui a prouvé que debout, il pouvait tenir tête à Maxime Soucy, qu'en lutte, il était meilleur que Maxime Soucy en l'amenant plusieurs fois au sol, en gardant un bon contrôle au sol, bonne défense de Maxime Soucy qui a pas pris tant de dégâts que ça au sol non plus. Mais je m'attendais pas à voir un Alain Majoric aussi bon debout. Bien que Maxime Soucy l'a touché plusieurs fois, il était solide. Hein. Il était solide. On n'avait pas l'impression que les coups de Maxime faisaient tant de dégâts que ça, bien qu'ils en faisaient. Il nous l'a dit, Alain, notamment sa gauche au visage. Mais magnifique victoire pour Alain Majoric, franchement, quelle performance. Il a fallu un grand Alain Majoric pour battre un grand Maxime Soucy, tout simplement.
Alain Majoric d'ailleurs, là c'est la fête hein, chez les 135. Donc c'est sûr que Isaac Blay ne va pas combattre Alain Majoric pour la ceinture. Enlevez-vous ça de la tête si vous l'aviez en tête. Et ça tombe bien parce qu'il y a beaucoup de gens à 135. De toute façon, il y a beaucoup de monde autant pour Isaac Blay que pour Alain Majoric. Mais là, Isaac Blay, on sait qu'il aimerait Karim Enienne. Mais pourquoi ne pas mettre directement Karim Enienne contre Alain Majoric pour la ceinture et mettre Isaac Blay, pourquoi pas, contre Maxime Soucy? C'est quelque chose qui, selon moi, ferait du sens. Voilà. Julien Leblanc contre Darian Wicks. Très intéressant ce combat-là aussi. Très belle performance de Julien Leblanc qui a su mettre le coup de genou. Même s'il se faisait dominer avant. Il a mis le coup de genou et il a gagné. Maintenant, je comprends la déception pour Wicks parce qu'il est ouvert à la joue. Il domine son combat. On va pas se mentir, il domine Julien Leblanc en le collant contre la cage. Pas énormément de dégâts, mais assez pour prendre les rounds, tout simplement. Et je pense que son plan, c'était de faire ça jusqu'à la fin. Donc le seul moyen de Julien Leblanc de gagner, parce qu'il n'arrivait pas à s'extirper de ça, c'était de faire ce qu'il a fait. De mettre un gros coup à un moment, lorsqu'une ouverture se présentait. Et il l'a fait magnifiquement bien. Très beau genou qui ouvre totalement la joue de Darian Wicks. C'est impressionnant l'ouverture. Maintenant, est-ce que le stoppage de la RACJ, donc du médecin, est justifié? Je pense pas, personnellement. Je pense qu'aux États-Unis, il n'y aurait pas eu d'arrêt du médecin. Le combat aurait continué. Maintenant, il faut savoir qu'on est au Québec, que la RACJ, elle est encore sous le feu des projecteurs par rapport aux morts, à la combattante décédée en boxe anglaise. Donc je pense que le MMA paye un peu les pots cassés de cette erreur-là et les autres pots cassés qu'il peut y avoir à cause de la boxe anglaise. Et ça, c'est un énorme pot cassé quand même. On parle d'une combattante qui est décédée. Donc les RACJ, maintenant, ils prennent zéro risque, quoi. Ils prennent zéro risque, ils ont vu l'ouverture et le médecin a dit ok non c'est trop ouvert, c'est dangereux. Alors dangereux pourquoi je sais pas, je suis pas médecin, faudrait demander à un médecin. Mais en général quand le combat s'arrête, c'est parce que l'œil est en danger. Donc ça va être des ouvertures ici, mais là elle était vraiment là l'ouverture. Donc l'œil n'était visiblement pas en danger. Encore une fois, je ne suis pas médecin. Il faudrait demander à un médecin. Quoi qu'il arrive, on est au Québec ici et donc c'était un arrêt du médecin. Et c'est comme ça, et tant mieux pour Julien Leblanc qui s'en sort avec la ceinture. Et Julien Leblanc, j'ai hâte de voir la suite maintenant. J'espère que ça va alors mentalement lui prouver qu'il est là, parce que je pense que c'était dur quand même ce combat au final pour lui. Il en ressort avec la ceinture, il en ressort grandi, il en ressort avec énormément d'expérience. Darian Wicks, c'est quand même un monstre, Darian Wicks. Je préfère le préciser. Un ancien de l'UFC qui était prêt à retourner à l'UFC, qui était sur 1, 2, 3, 4 victoires consécutives contre des mecs avec 4 bonnes fiches. Il a juste pas eu un bon run à l'UFC. Donc, Julien Leblanc a fait ce qu'il avait à faire. Il a gagné. Félicitations à lui. Nouveau champion des 185 livres. Et là, ça fait plaisir parce que là, le Samouraï MMA, ça vit. Il y a 2 nouveaux champions de catégorie qui n'avaient jamais eu de champion avant. Donc là, les 125, il y a un champion, Tommy Morrison, 135, Alain Majoric, 145. Mehdi Zedvand contre quelqu'un sera champion. 155. Est-ce que Michael Dufort va se battre le 9 mai pour la ceinture à 155 livres? Donc on aura potentiellement un champion aussi à 155. 165, on a un champion aussi, Mandel Nalo. Est-ce que Mandel Nalo n'est pas un 155 aussi? Est-ce qu'on verrait pas Mandel Nalo contre Dufort, Mandel Nalo contre Cezinendo à 165? Cezinendo qui est actuellement le champion à 175, mais que c'est une catégorie qui est trop lourde pour lui, faut qu'il redescende. Non, là, franchement, il y a énormément de match-up possibles à faire. Dites-nous en commentaire quel match-up vous aimeriez voir. C'est tout pour aujourd'hui. On va revenir plus en détail sur certains combats. Dites-nous s'il y a des combats en particulier que vous voulez qu'on analyse en détail. Merci à nos partenaires et à bientôt.